Bonjour, fidèles téléspectateurs de Espoir 47. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce jeudi pour votre émission d'information, l'actualité en débat. Mais nous parlerons de l'actualité sociopolitique dans notre pays, mais en premier temps, nous parlerons du coronavirus avec la situation dans notre pays et les mesures qui sont en train d'être prises par l'autorité pour contenir davantage ce virus. Pour en parler, je suis aujourd'hui avec Dr Awili Pamayor, elle est médecin au CMS Djoli. Docteur, bonjour. Bonjour, quelle est la situation aujourd'hui? D'abord, au niveau de votre CMS, avant de parler de manière générale, est-ce que vous étiez là il y a 2 semaines, aujourd'hui 2 semaines? Durant ces 2 semaines, est-ce que vous avez eu à faire des tests? Comment ça s'est passé? Il y a eu des dépistages? Dites-nous un peu. Téléspectateurs qui nous suivent actuellement sur la chaîne Espoir 47. Il y a de cela 2 semaines, j'étais également invitée sur ce même plateau avec vous et nous avons un peu parlé du Covid-19. Donc, de la dernière fois jusqu'à aujourd'hui, au niveau de notre centre, nous avons suspecté un seul cas et nous l'avons testé, mais heureusement, le test est revenu négatif au Covid-19. Donc, depuis lors, c'est le seul cas pendant ces dernières 2 semaines que nous avons suspecté au niveau de notre centre. Eh bien, nous avons une petite question, c'est une question curieuse, hein, mais quelle est souvent la réaction de vos collaborateurs quand vous êtes en face d'un cas suspect? Pas d'un cas confirmé, un cas suspect qu'il faut faire le test. Il faut faire le test. Au tout début, il y avait cette peur, la panique générale au niveau de la population et aussi bien au niveau du personnel de santé. Mais hier, nous avons fait des formations, nous avons aussi bénéficié des formations au niveau des districts qui nous ont d'abord parlé de cette maladie, le mode de transmission et les éventuels traitements symptomatiques qui se font au niveau des centres de prise en charge. Et on a également formé certains personnels sur la technique de prélèvement. On n'est pas sans savoir que d'ici là, nous risque d'évoluer vers une endémie et la maladie à coronavirus sera considérée également comme certaines pathologies. Et comme le paludisme, les syndromes grippaux, les maladies à surveillance épidémiologique. Et qu'il va falloir que chaque prestataire soit formé sur la technique de prélèvement afin que dès que nous avons un cas suspect au niveau du centre, le prélèvement puisse se faire et acheminer vers le laboratoire de référence pour les examens PCR. Donc au tout début, c'était cette peur qui est là, mais suite à la formation et suite avec l'évolution de la maladie, nous avons tous accepté ça et on n'a plus peur de cette pathologie. Eh bien, vous avez parlé tout à l'heure d'endémie. Et je sais qu'aujourd'hui, ces maladies-là qui sont classées parmi les endémies, vous allez à l'hôpital, vous payez vous-même les frais. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'État qui continue de prendre en charge les personnes contaminées. Est-ce que quand ça devient ou bien c'est déjà une endémie, je ne sais pas, vous êtes c'est pas encore déclaré endémie. Mais est-ce que lorsque ça sera déclaré endémie, la prise en charge elle sera encore gratuite? Ça, je ne saurais le dire. Mais peut-être, est-ce que vous avez déjà abordé ça lors de vos discussions? Non, parce que nous ne prenons pas part à cette discussion, c'est à un niveau plus élevé que nous. Non, mais je pense qu'à l'allure où vont les choses, si ça risquait de devenir une endémie, je pense que la prise en charge sera attribuée à la personne. Mais je n'en sais rien, ça c'est mon opinion personnelle. Parce que nous avons vu que c'est à cause de l'état d'urgence sanitaire que la prise en charge côté dépistage, côté traitement, hospitalisation et suivi des contacts, elle est gratuite. Maintenant, après la levée de cet état d'urgence sanitaire, qu'est-ce qu'il en sera? Bon, on ne sait jamais. Le gouvernement dépense beaucoup d'argent dans la prise en charge de ces patients-là. Est-ce qu'il va continuer jusqu'à combien de temps? Nous ne pouvons le dire aujourd'hui. Eh bien, nous en venons à la situation. Nous avons d'abord parlé de la situation au niveau de votre centre. Aujourd'hui, nous venons à la situation au niveau national. Quelle est la situation actuelle de la maladie au Togo? À la date d'hier, le communiqué a stipulé que nous avons atteint un total de 806 cas confirmés,
dont 16 nouveaux cas depuis avant-hier, parce que hier nous avons eu les chiffres d'avant-hier et aujourd'hui nous aurons les chiffres d'hier. Donc nous avons 16 nouveaux cas confirmés pour un total de 806 cas total. Et le nombre de guérisons s'élève à 578, dont 10 nouvelles guérisons depuis avant-hier. Et malheureusement, nous déplorons un décès qui porte le chiffre total des décédés à 16. À 16. Eh bien, dites-nous, souvent dans vos analyses ou bien dans vos explications, vous parlez de ces personnes-là qui décèdent et vous le dites souvent comme mode de prévention que des personnes qui présentent certaines pathologies auparavant sont beaucoup plus vulnérables. Quelles sont ces pathologies-là et pourquoi ces personnes-là sont vulnérables? D'accord, merci pour la question, elle est très intéressante. Nous avons vu que les différents cas de coronavirus, de maladies, des personnes infectées à coronavirus que nous avons sont classés. Nous avons des personnes qui sont asymptomatiques, qui n'ont aucun signe de Covid-19, mais c'est au niveau du prélèvement qu'on voit que le virus est au niveau des sécrétions nasales. Et nous avons également des patients qui sont classés comme bénins. Ça veut dire que ce sont des patients qui n'ont qu'un seul signe et qui ne présentent pas de comorbidité. Et nous avons également des patients qui peuvent faire des formes graves. Ça veut dire que les patients d'un certain âge avancé et qui ont des facteurs de risque de gravité, notamment qui souffrent déjà d'une maladie chronique, notamment le diabète, l'hypertension artérielle ou une maladie cardiaque, insuffisance cardiaque, les patients souffrant d'insuffisance rénale et qui bénéficient déjà d'une dialyse, et les patients dont l'immunité aussi est affaiblie. Par exemple, les patients infectés par le syndrome d'immunodéficience acquise, en plus du Covid-19, sont des patients susceptibles de développer une forme grave de cette pathologie. Parce que leur maladie chronique les affaiblit déjà. Et maintenant, en plus de cette infection à coronavirus qui va encore déprimer plus l'immunité, c'est pour cela qu'on dit que ces personnes sont plus vulnérables par rapport à une personne qui était saine, exemptée. Et malheureusement, si ces personnes en viennent à décéder, est-ce que c'est Covid qui les a tués ou bien c'est leur maladie antécédente? Ça, c'est les investigations au niveau des centres de prise en charge qui peuvent le dire. Parce que peut-être c'est Corona qui aggrave et qui déséquilibre un peu leur pathologie sous-jacente et malheureusement qui pourrait les emporter. Eh bien, vous avez donné des chiffres tout à l'heure. On a vu que malheureusement le nombre de décès a augmenté. Mais quand on voit le nombre de personnes actives aujourd'hui comparativement aux jours précédents, ça a un peu diminué. Par rapport à ça, dites-nous, est-ce qu'avec le temps, ce virus, vous pouvez encore contenir davantage ce virus? On peut se lever un jour et dire cas actif 10? C'est ce que nous espérons tous. Et cela, il faut que ça vienne de la population, ça vienne également des personnels de santé, de la population plus. Parce que nous sommes tous exposés, on nous demande de respecter les gestes barrières. Et si nous ne respectons pas les gestes barrières, nous serons plus infectés et le nombre de cas actifs n'ira que en augmentation. Donc, pour pouvoir contrecarrer l'avancée de ce Covid-19, c'est à nous de faire un grand effort, nous, population, pas nous, agents de santé, de faire l'effort de respecter les gestes barrières qui sont édictés afin que ce virus-là soit, pourquoi pas, disparaître carrément. C'est ce que nous souhaitons tous. On veut bien revenir à la vie normale. Dites-moi. Aujourd'hui, on nous parle de réouverture progressive des frontières. Est-ce que vous avez pris des mesures au niveau du comité? Est-ce qu'on a déjà annoncé des mesures qui seront prises pour cette réouverture progressive, pour que, avec la réouverture progressive, on n'atteigne pas un nombre élevé de contamination, encore une fois, comme on a vu avec le déconfinement des pays limitrophes? Merci. Je pense que des mesures ont été déjà édictées, notamment la réouverture des frontières aériennes. Et avant même qu'une personne venant d'un pays extérieur, je pense que c'est au niveau de la région de CEDEAO, les frontières entre les pays de la CEDEAO qui sont déjà
qui seront réouvertes d'ici là. Et avant le jour de départ, vous êtes censé présenter une attestation de test à la PCR montrant que vous avez été testé et que vous êtes négatif 48 heures avant le jour du départ. Le voyage. Donc vous présentez cette attestation, vous prenez le vol tout en respectant les mesures barrières, notamment le port de bavette avant de prendre le vol. Et dès que vous prenez le vol, vous arrivez à destination, vous êtes censé renseigner une fiche d'information sanitaire. Et à l'arrivée également, vous êtes censé bénéficier d'un test qui montre également que vous n'avez pas été en contact avec ce virus-là. Et en fonction des informations sanitaires que vous donnez, un suivi sera octroyé pour qu'on puisse voir si vous avez contacté cette pathologie durant le voyage ou pas. Eh bien, madame, tout à l'heure, au début, on parlait d'endémie. Dites-moi, comment est-ce que la population peut arriver à vivre avec ce virus en vaquant librement à ses activités? Je veux dire, la dame qui vend au marché, le monsieur qui est dans son atelier ou autre là. Comment est-ce qu'on peut vaquer librement à ces occupations, même ceux qui vont travailler dans les bureaux, se lever le matin, partir? Comment ça peut aller si jamais cette maladie venait être déclarée endémie? Je pense que ça a même déjà commencé, parce qu'on nous a dit de commencer à vivre avec cette maladie et les mesures restrictives, notamment le couvre-feu instauré et le blocage de certaines villes ont été déjà levés. Et c'est en ce moment qu'on nous a demandé d'apprendre à vivre avec cette pathologie, mais tout en respectant les mesures barrières et certaines mesures qu'on a réintroduites. Je peux continuer à aller au travail. Avant, j'allais au travail de 9h à 16h parce qu'il y avait le couvre-feu qui a été instauré. Mais les heures de travail ont été revues et revenues à la normale. Donc si je quitte mon domicile pour le boulot, je me suis munie de mon gel hydroalcoolique, de ma bavette. Et en prenant une moto ou bien en prenant un transport en commun, je dois m'assurer que l'espace limité a été respecté. Malheureusement, si vous n'êtes pas avec votre propre engin, c'est difficile. Vous prendre un taxi où on a dit que la place est limitée à 3 personnes, en plus du chauffeur, les 3 personnes. Mais si je vois qu'il y a déjà 3 personnes dans le taxi, je ne vais pas emprunter ce taxi-là. Est-ce que vous allez en trouver? Et certaines personnes n'ont pas mis les bavettes dans le taxi. Je ne vais pas prendre le risque de prendre ce taxi de peur d'être contaminé par le Covid-19. On ne sait jamais. Donc c'est ça, cette astuce-là qu'on peut faire et arriver au boulot. Vous avez vu qu'il n'y a pas un dispositif de lavage des mains. C'est réclamé qu'on installe un dispositif de lavage des mains à l'entrée du boulot pour que toute personne qui rentre ou qui est en contact avec vous puisse d'abord porter des bavettes et se laver les mains avant d'avoir accès à vos bureaux. Pour la revendeuse qui est au marché, si elle n'a pas un point d'eau, je pense qu'à l'entrée des marchés, certains responsables ont pris le soin d'installer les dispositifs de lavage des mains à l'entrée des marchés et avant d'y avoir accès, on procède à ce rituel avant d'y aller. Donc même si nous avons un dispositif à l'entrée, ça n'empêche pas que la revendeuse elle-même ait un petit dispositif ou bien de l'eau avec du savon à côté d'elle, de temps en temps, après avoir manipulé de l'argent, passer aussi laver les mains et continuer ses activités librement. Eh bien, vous l'avez dit également, nous le souhaitons également qu'un jour on puisse se lever et dire c'est fini avec le coronavirus. Comment préparer la population à ce déconfinement? C'est vrai qu'il n'y a pas eu confinement au Togo et autres là, mais on se lèvera un jour et on dira plus de bavettes et autres là. Comment, puisque ça rentre déjà dans les habitudes, hein, vous verrez un petit enfant maintenant, on attache quelque chose là. Donc vous savez que le port de bavette, même c'est avec l'arrivée du coronavirus qu'on a imposé. Mais en temps normal, quelqu'un qui a une maladie grippale, d'abord on voit que devait se protéger le nez, la bouche, de peur de contaminer les autres personnes. Ce qu'on n'a jamais fait. C'est une infection virale également. Vous êtes enrhumé, mais vous vous retrouvez en groupe avec les autres personnes. Et ne soyez pas étonnés que 2 jours après, dans le groupe, d'autres personnes disent que mais apparemment vous m'avez enfilé votre rhume. C'est comme ça se transmet.
tout comme le coronavirus. Donc vous êtes enrhumé, il devrait avoir une éviction du lot. Est-ce que ce n'est pas l'occasion avec le coronavirus de conseiller ceux-là que quand vous êtes enrhumé normalement, parce que nous ne le savons pas, ce n'est pas qu'on le faisait exprès, mais on ne sait pas que quand vous êtes, vous avez la grippe, vous devez vous protéger. Mais ils ne comprenaient pas. Mais on voit également qu'avec le port des bavettes et le lavage régulier des mains, on ne reçoit même plus les cas de toux et de rhume banal à l'hôpital. Donc le coronavirus vous a un peu aidé. Voilà, régler le problème de Covid et puis en même temps essayer de réduire les cas de syndrome grippaux dans nos centres de santé. Merci à vous, Madame Awili. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien, mais avant de partir, on conseille à l'endroit de la population qui nous suit actuellement. Ok, merci. La population, ce que je tiens à vous dire ce matin, c'est que la menace est toujours là, la menace est toujours grande. Donc respectons les mesures barrières instaurées par le gouvernement afin que ensemble nous puissions contrecarrer l'avancée de ce Covid-19. Bientôt les frontières seront ouvertes et on va voir que le risque sera plus élevé d'avoir beaucoup plus de cas. Mais si ensemble nous mettons et nous respectons les mesures barrières, nous pouvons arriver à contrecarrer l'avancée de cette pathologie. Merci à vous une fois encore du courage. On espère que ça finira d'ici peu de temps et vous aussi vous trouverez un peu de repos. Chers téléspectateurs, c'est donc fini pour la première partie de l'actualité en débat, la partie consacrée à la sensibilisation sur le coronavirus. Marquons une petite pause et on revient avec les journalistes. Aujourd'hui, nous serons avec Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré, et Tchaboré Bouraïma, le patron du journal Le Messager, et on parlera de l'actualité sociopolitique dans notre pays. À tout à l'heure. Les coronavirus forment une immense famille de virus infectant principalement les animaux. Cependant, ces virus peuvent parfois causer des infections chez l'homme, le plus souvent associées à des rhumes et des syndromes grippaux bénins. Parfois, ils peuvent causer des complications respiratoires chez des personnes immunodéprimées. Les infections à coronavirus ne sont généralement pas diagnostiquées en raison de leur caractère bénin et de leur guérison spontanée. Ces virus se transmettent d'homme à homme par voie aérienne au contact de sécrétions ou à celui d'objets contaminés, particulièrement en période hivernale. 2 coronavirus ont entraîné des épidémies graves, parfois mortelles chez l'homme. Le SRAS, responsable d'une épidémie mondiale entre novembre 2002 et juillet 2003, et le MERS, identifié pour la première fois en 2012 au Moyen-Orient. En 2020, un nouveau coronavirus a été identifié en Chine. Les symptômes majeurs sont la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires, des troubles gastro-intestinaux. SRAS et MERS ont pour origine la chauve-souris, puis un animal intermédiaire, la civette palmiste masquée, vendue et consommée en Chine pour le SRAS, le dromadaire pour le MERS. Il n'existe pas pour l'instant de médicaments spécifiques contre ces virus, ni de vaccins. Les coronavirus forment une immense famille de virus infectant principalement les animaux. Cependant, ces virus peuvent parfois causer des infections chez l'homme, le plus souvent associées à des rhumes et des syndromes grippaux bénins. Parfois, ils peuvent causer des complications respiratoires chez des personnes immunodéprimées. Les infections à coronavirus ne sont généralement pas diagnostiquées en raison de leur caractère bénin et de leur guérison spontanée. Ces virus se transmettent d'homme à homme par voie aérienne au contact de sécrétions ou à celui d'objets contaminés, particulièrement en période hivernale. 2 coronavirus ont entraîné des épidémies graves, parfois mortelles chez l'homme. Le SRAS, responsable d'une épidémie mondiale entre novembre 2002 et juillet 2003, et le MERS, identifié pour la première fois en 2012 au Moyen-Orient. En 2020, un nouveau coronavirus a été identifié en Chine. Les symptômes majeurs sont la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires, des troubles gastro-intestinaux. SRAS et MERS ont pour origine la chauve-souris, puis un animal intermédiaire, la civette palmiste.
Retour donc en studio, je vous l'annonçais tout à l'heure, je suis avec Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré, et Tchaboré Bouraïma, le directeur de publication du journal Le Messager. Tchaboré, bonjour. Oui, bonjour Anita, bonjour aux téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de E47. Il tient beaucoup aux téléspectatrices. Hein. C'est normal. Eh bien, 23 juillet 2017, 23 juillet 2020, aujourd'hui, 3 ans jour pour jour que les humoristes Agbasco, Folo, Ousmane et les frères Gafo nous ont quittés d'une manière tragique. Une pensée à l'endroit de ces concitoyens-là, Tchaboré, qui sont partis dans des conditions. Oui, nous savons tous les conditions dans lesquelles ces compatriotes sont partis, nous ont quittés. On ne peut que continuer par prier pour eux, pour le repos de leur âme, et prier pour leur famille, et prier que Dieu les accepte, Dieu pardonne leur pardonne leurs péchés, et Dieu les accepte dans son royaume. Je pense que c'est tout ce qu'on peut faire, sinon on ne peut rien. La mort est une formalité qui est désagréable, mais il faut dire que tous les candidats sont passera tous reçus. par là. Eh bien, Abbas, une pensée à l'endroit de ces humoristes. Nous pensons que c'est après 3 ans que leur âme repose en paix. On dit que Dieu a donné, Dieu a repris. C'est tout ce qu'on peut dire parce que ils sont envoyés par le Seigneur pour une mission. On s'est dit qu'ils ont fini leur mission et ils sont partis, même si c'est tragique. C'est le seul qui décide de comment chacun de nous va le rejoindre. Eh bien, Paix à leurs âmes. Merci à vous. Nous continuons cette émission avec la une des journaux. Aujourd'hui, nous sommes avec Tchaboré et Abbas. Donc, on parlera du Messager, du Mania Libéré. Le Messager, Tchaboré, vous avez consacré un article à la deux communautés à Bandjeli et vous demandez aux intellectuels qui s'y mêlent d'arrêter. De quoi est-il question exactement? Si la technique le permet, nous allons voir votre une. Mais en attendant, commencez par nous expliquer. Non, je pense que c'est une tension qui est née d'une situation entre deux communautés, c'est-à-dire les Adias et les Bassards de Bandjeli. Donc, je ne vais pas peut-être aller dans le fond parce que je suis en train de faire une investigation sérieuse. J'ai pu contacter un certain nombre de personnes, mais il y a un camp que je n'ai pas pu contacter pour pouvoir élucider et faire un papier en bonne et due forme pour que mes lecteurs et l'opinion puissent se faire une idée de ce qui se passe dans cette localité de Bassa. Je crois que c'est justement les deux personnes, sont tous de la diaspora. Et je m'adresse particulièrement à ces personnes. C'est vrai qu'il y a un enfant qui est décédé dans des conditions un peu floues où les autochtones, je veux parler, les Bassas de Bandjeli, accusaient un homme, un agent commerçant, disons un commercial qui est originaire de Thon, comme quoi c'était lui, on soupçonnait la personne, et les conditions dans lesquelles on soupçonnait la personne ont fait que la gendarmerie a dû intervenir. Mais la manière dont également la gendarmerie a intervenu, c'est ça qui est un peu frustré. Et les autochtones, les gens de la localité, les gens de Bandjeli, et ils sont allés poser des actes qui ne devraient pas être posés. C'est-à-dire qu'il faut dire que dans ce problème, on ne se rend pas justice soi-même. Nous sommes dans un pays de droit et lorsqu'un problème est posé, lorsque le problème se trouve au niveau des instances judiciaires, moi je pense qu'il faudrait laisser la justice faire son travail. Mais ceci étant, il faudrait quand même accuser nos instances, je veux parler et de la gendarmerie et de la justice, parce que si ces deux instances avaient eu à poser le problème et à trouver des solutions, à élucider pour savoir les tenants et les aboutissants, pour pouvoir savoir qui est à l'origine de la disparition de cet enfant, moi je pense que les jeunes de Bandjeli et la population ne se seraient pas soulevés jusqu'à ce qu'on en arrive là où nous sommes arrivés. Pourquoi je dis qu'il faut arrêter, Anita?
Je pense que depuis un certain temps, vous avez suivi sur les réseaux sociaux tout ce qui se passe avec des invectives, des droits de réponse par-ci, par-là. Et ces droits de réponse émanent de la diaspora, les intellectuels de la diaspora. Kofi Nyanyam qui a répondu, il y a Togata qui est également dans notre pays qui a répondu, il y a quelqu'un de la diaspora qui est originaire du peuple Adia qui a également répondu. Moi je pense que ce jeu est un jeu malsain. C'est un jeu malsain. Et c'est en cela, c'est un coup de gueule. Moi je les interpelle. Ce n'est pas le moment de faire ce jeu. Moi j'aurais souhaité plutôt qu'ils se concertent en tant qu'intellectuels parce que leur voix porte, qu'ils se concertent et puissent mener des missions de bons offices pour pouvoir rassembler les deux communautés. Ça, je l'ai dit. Ce n'est pas à Bandini seul que les gens vivent en symbiose. Partout au Togo, dans beaucoup de coins, les gens de différentes communautés résident et lorsqu'il y a des soucis, je pense que avec un peu de sagesse, ils arrivent à trouver des solutions. Mais le problème est là depuis. Ce qui m'inquiète, c'est que depuis, les gens ne s'intéressent pas à ce problème. C'est vrai qu'il y a eu des cadres du Grand Bassar, certains qui travaillent en sourdine, sans tambour ni trompette, ils travaillent, ils font des sensibilisations et ils rencontrent des jeunes pour leur parler et pour ramener un peu la cohésion. Mais je pense que la justice doit également faire son travail. C'est là où mon inquiétude se trouve. La justice doit faire son travail pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Je crois que ça va contribuer à apaiser la tension. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, ceux qui se sont soulevés pour rendre justice, ce que nous condamnons, ils sont actuellement en prison. Donc vous comprenez que les populations ne peuvent pas accepter justice. Donc je pense que c'est là le problème. Voilà à peu près décrit. Mais je suis en train quand même de faire... Non, le coup de gueule, il reste. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, ils crient un peu partout, ils se font des intimes. Moi, je pense que nous avons autre problème. Aujourd'hui, moi, j'aurais souhaité qu'ils se concertent et amènent 1000 masques pour partager aux deux populations pour qu'on puisse lutter contre le coronavirus. Que de se mettre merci pour la sensibilisation. Abbas, Tchabouré pense que c'est un jeu malsain quand les intellectuels se mêlent de certaines affaires comme celle-ci, par exemple. Et de quelle manière? Oui, effectivement, encore qu'ils ne sont pas au pays pour voir les réalités de ce qui se passe. Ils sont loin à des milliers de kilomètres et ils laissent à prendre des communiqués et à faire de telle sorte que c'est comme eux qui ont raison. Quand cette histoire qui se passe selon les informations n'est pas une histoire, un conflit communautaire. Ce n'est pas entre deux communautés. C'est bien dit. Ce n'est pas entre deux communautés. C'est des gens là qui sont accusés de quelque chose à l'intérieur de la localité Bandjeli. Des gens ont été accusés d'avoir enlevé un enfant. Et ceux qui accusent sont allés trouver des ossements sur les chefs de ces gens-là, que c'est comme ça. Donc au lieu d'aller porter plainte au niveau de la gendarmerie, ils ont voulu se faire justice. Et c'est ça qui a engendré cette tension où ceux-là qui accusent sont devenus des accusés parce qu'ils ont exercé des violences sur des personnes. Il fallait qu'ils procèdent, ne pas se faire justice, mais aller à la gendarmerie pour que cette histoire soit réglée. Ça ne sera pas. Donc ce n'est pas une histoire communautaire, un conflit communautaire, mais c'est un conflit entre individus. Parce que ce n'est pas seulement les Adja seulement qui sont à Bandjeli. Il y a plusieurs communautés qui sont là à Bandjeli. Plusieurs communautés. On peut retrouver toutes... Est-ce que les intellectuels, eux qui connaissent un peu la loi, avaient besoin de... Ils n'avaient pas besoin, c'est-à-dire il fallait qu'ils cherchent à savoir ce qui se passe exactement. Parce que tel que présenté, c'est tout comme les populations de Bandjeli, mais ils ont même parlé de Bassar. Ils n'ont pas parlé de Bandjeli. Ils disent les Bassar contre les Adja. Qu'est-ce que vous voulez? Que les Bassar sont contre les Adja. Ce qui veut dire que c'est pour soulever une communauté contre une autre. Justement. Donc il faut arrêter ces gens, c'est un jeu malsain, tel qu'il le dit, c'est un malsain par rapport à la communauté dans laquelle nous vivons, la société dans laquelle nous vivons, parce qu'il y a des gens qui vivent là-bas depuis des années, ils vivent en symbiose. On ne peut pas dire que les Bassar veulent créer des problèmes aux Adja. Vous voyez ce qui est... Et puis les réseaux sociaux, avec la complicité des réseaux sociaux, ça a été amplifié, chacun reste dans sa chambre, il ne va pas aux investigations, il reste là, il fait des imaginations fertiles et ils envoient sur les réseaux sociaux pour dire que les communautés ne s'aiment pas.
Et voilà, Abbas, je reste avec vous, avec votre une, le Mania libéré d'hier. Votre apparition d'hier a titré ceci: la réhabilitation des infrastructures routières et de drainage d'eau, des impacts positifs attendus. Quels sont ces impacts positifs-là qui sont attendus, Abbas? Vous avez vu que, surtout quand vous prenez la route qui est en train d'être faite par Ibomaf, la route Lomé-Palémé, distante de 120 km, vous allez savoir que quand vous prenez Palémé même, c'est une ville touristique. C'est une ville qui fait une localité, qui fait les, comment on appelle ça, l'agriculture, les fruits, et pour bien les acheminer, il faudrait quelque chose. Et puis heureusement que je suis parmi vous, je suis de là. Donc ouais, tu connais toi-même, vous connaissez ce qui se passe au niveau de Palémé, ce qui se trouve comme qui peut attirer les populations vers Palémé et qui attire tout le monde. Donc ça fait que c'est déjà une retombée par rapport à l'acheminement de ces produits et au niveau des touristes. Et en même temps, il y a aussi le drainage des eaux qu'on va faire pour au moins canaliser certaines eaux qui stagnent au niveau de la ville de Palémé, parce qu'il y a des retenues d'eau qui ont été projetées pour faire des retenues d'eau, arrêter les inondations. Donc il y a plusieurs sortes de retenues et d'impacts que nous avons soulevés. Vous voyez que même d'ailleurs ça a créé même des emplois au niveau des jeunes. Depuis Lomé jusqu'à Palémé, là, il y a des jeunes qui ont été... Moi, ceux qui sont à la maison, ils vont trouver un travail temporaire de 3 ans. De 36 mois au moins, ça va au moins les occuper en attendant de trouver. Donc ce sont des retombées là que nous avons un peu relevées qui vont contribuer à faire de telle sorte qu'au moins le pays va connaître un peu une évolution de ce côté. Impact positif. Oui, Chaboré, connaissant le milieu. Oui, je crois qu'il y a un adage qui dit le développement passe par le développement durable. C'est ça. Il faut le dire. Donc, je pense que pour qu'un pays puisse se développer, il faudrait quand même des infrastructures routières. Cela fait partie de ces infrastructures qui font qu'un pays puisse être bien assis, puisse être développé. Je me rappelle, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 20 ans, cette zone dans laquelle nous trouvions n'était pas ce que je vois aujourd'hui. Le CMS n'était pas là. Donc grâce à la route qui a été faite à ce boulevard, aujourd'hui, nous voyons des petites activités qui permettent à nos mamans, à nos frères et sœurs de se développer, de vivre au jour le jour. Je pense que c'est ce qui est en train d'être fait avec cette route. La route, oui. Travail, et puis vous savez, c'est tout. Chacun va se chercher un petit peu. Je pense que nos frères qui sont à la maison également vont trouver, ne serait-ce qu'une main-d'œuvre pour pouvoir survivre avec la main-d'œuvre que chercherait l'entreprise qui est chargée de faire également cette route. Vous savez que Palémé est une zone touristique. Vous ne pouvez pas, vous en savez. Et chaque année, vraiment, on fait le bilan. Je pense que Palémé prend la plus grande partie de ce qui ramène au gouvernement togolais ou bien au pays en termes de tourisme. En termes de tourisme. Donc, développer cette route que nous voyons depuis un certain temps très restrictive, qui ne permettait pas la circulation et qui causait également des accidents, parce que je pense que c'est une bonne chose que le gouvernement, c'est un bon choix que le gouvernement mais a souvent, eu à faire. c'est quand les routes sont réaménagées qu'il y a beaucoup, un nombre élevé d'accidents. Justement, c'est ça. Mais attends, il va falloir faire quelque chose, même c'est pas pour cela qu'on ne doit pas également développer la route. Bien sûr. Je l'ai dit tantôt, le développement passe par le développement de la route. Donc ceci étant, moi je pense que c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, il faudrait que la route qui va être faite, que ce soit fait dans des conditions dans des conditions requises. Vous savez que le MOA a un certain nombre de standards. Il faudrait respecter ces standards pour qu'on puisse qualifier, qu'on puisse donner la qualité de la route. Et moi, je ne doute pas que Ibomaf, puisqu'il a fait ses preuves, c'est vrai qu'à des niveaux donnés, on a eu à critiquer par rapport au travail qu'il a eu à faire. Nous pensons
que l'entreprise peut quand même faire le travail qui est requis, parce que à chaque fois on est obligé de on se corrige, non, on se corrige. Maintenant, à ce qui concerne les caniveaux, c'est tout à fait normal. Vous savez que le plan de Lomé a un problème, il faut le dire. Lomé en a besoin, avec les pluies où les gens n'arrivent pas à sortir de chez eux, les pluies qui envahissent tous les coins et recoins. Je pense qu'il nous faut des caniveaux, bien faits, et que des caniveaux. Mais il y a également à la population de ne pas faire justement, c'est tout à fait normal. Nous sommes quand même responsables en partie de ce qui se passe par rapport à ces caniveaux, par rapport à cette situation. On dit aux populations de ne pas. Depuis hier, il y a des sanctions qui ont commencé par pleuvoir avec ANASAP par rapport au comportement de nos compatriotes. Je pense que c'est le lieu, c'est un canal où nous lançons un appel à tous les Togolais, parce que nous sommes partis, c'est-à-dire nous sommes responsables de la plupart du temps de ce qui nous arrive. Ça, il faut le comprendre. Eh bien, désormais, les agents de la police en faction sont interdits de faire usage de téléphones portables, et certaines personnes estiment que cette mesure sera difficile à réaliser. Je fais allusion ici à un post de l'honorable Jerry Tama qui il a écrit un bon texte, et à la fin il a dit cette réalisation cette mesure sera difficile à réaliser. Pas difficile à réaliser. Oui, en fait, parce que il me dit que c'est bon. Peut-être que c'est pour dire aux agents, vous êtes là seulement pour travailler. Vous êtes en fonction surveillée pour que quelque chose ne se passe devant les banques, au niveau des feux tricolores et autres. Donc, concentrez-vous seulement à ça. Mais le problème qui se pose dans la société, cette décision prise où on demande aux agents des forces de la police de déposer leur téléphone au niveau du chef de poste et de revenir à la chose, c'est ça qui va revenir au niveau des factions. Vous n'êtes pas sans savoir que quand ils sortent, ils peuvent faire toute la journée, ou soit même 24 heures. Des fois, ils font 48 heures dehors. Ils sont consignés. Ils sont consignés, tout ça là. Donc, il va laisser son portable au niveau du chef de poste. Il va venir faire la faction. Alors qu'il a de la famille à la maison. La famille peut avoir besoin d'urgence de lui. Et le téléphone qui est déposé au niveau du chef de poste, c'est que c'est éteint. Moi, la proposition que je vais, le Paul aurait dû faire autre chose que de dire déposer. Parce que quand ils sortent sur la route pour faire la faction, ou lorsqu'on les envoie quelque part, il y a toujours un chef. Il y a quelqu'un qui est chef par le temps où ils sont assis, il peut dire qu'on n'a qu'à garder le téléphone allumé devant avec le chef de la zone où ils sont. Au lieu de dire déposer votre chose au commissariat, ça c'est un peu compliqué, ça serait difficile à appliquer. Comme ça, on va payer, parce que c'est à cause de WhatsApp, là, quand les gens font tous ceux qui sont au niveau des carrefours, des fois quand la situation n'est plus dense, vous les voyez, ils s'ennuient, ils sont assis quelque part. Ils sont assis quelque part, mais seulement quand les feux rouges, il y a des moments où ils travaillent correctement, où ils sont là, ils ne sont pas avec leur téléphone. Ce qui veut dire que leur téléphone soit en poche, ou bien ils ont remis ça à leur chef. Ça pouvait continuer comme ça, que de demander à quelqu'un, à un père de famille, qui sort de sa maison très tôt le matin, souvent même il quitte à 3 heures pour aller au service. Et on les affecte dans des différents endroits, lui demander de déposer le téléphone depuis le commissariat chez le chef de poste, ça serait un peu difficile à réaliser. Difficile à réaliser, Taboré? Non, moi je crois, je m'inscris carrément dans la vision ou dans ce qui a dit Jerry Tama. Vous savez, Jerry Tama, c'est quelqu'un qui fait partie de ce corps et il sait ce qu'il dit. C'est vrai, il faut poser le problème. Je pense que ce problème, il est là. Il est là. C'est-à-dire que le fait que certaines forces de l'ordre, certains éléments des forces de l'ordre, lorsque vous les voyez en faction, il y a certains carrément, c'est le portable qui tient du matin pendant un certain temps, vous le voyez, et puis le travail
carrément à côté. Vous voyez Alors certains qu'ils sont- même au beau milieu de la route Justement, avec son téléphone, alors qu'il est là pour une mission, il est là pour un travail. Moi, je pense qu'on peut trouver une autre formule. La décision prise par le directeur général de la police, elle sera difficile à appliquer. Mais je pense qu'on peut trouver une autre formule. Il y a Abbas qui évoquait un point tout à l'heure. On peut responsabiliser quelqu'un. Et lorsque vous quittez pour aller au niveau des factions, il y a toujours des gens qui sont des responsables. Parmi vous, si vous êtes en groupe, il y a des gens qui sont toujours des responsables. On peut responsabiliser, ne serait-ce que remettre ces éléments, ce matériel à ces responsables pour qu'en cas de caissière, les propriétaires ou bien les agents puissent s'en servir. C'est important. Je pense qu'il faudrait revoir. Depuis que la décision est sortie, vous avez vu qu'il y a des critiques par-ci, par-là, et même lorsque vous approchez également certains éléments de fraude. Jusqu'alors, personne n'est d'accord. Les gens ne sont pas d'accord. Mais on peut revenir quand même sur la décision. Et moi, j'ai Mais confiance. dans leur milieu, c'est quand le chef parle, Oui, le chef parle, mais le chef peut quand même Il y a des après. situations. Oui, le chef peut quand même après voir que la décision qu'il a eu à prendre est impopulaire et il peut revenir à sa décision. Nous sommes en train de débattre ici, nous sommes au sein de l'opinion et nous écoutons ce que les gens disent. Donc peut-être avec ce que nous disons, ça va retourner dans les oreilles du directeur général de la police qui va comprendre que cette décision, elle n'est pas la bienvenue. On peut peut-être trouver une autre formule. On peut trouver, comme je l'ai dit, on peut trouver une autre formule. Parce que le constat, il est là que certains éléments des forces de l'ordre ne vont pas spécialement à leur mission. Lorsqu'on les envoie sur le terrain, ils laissent leur mission et ils s'occupent du portable pendant un temps. Imaginez-vous, face à une situation, comment est-ce qu'ils peuvent réagir. Le constat, il est là. Mais je pense qu'on peut trouver une autre formule pour arriver à éradiquer ou bien pour arriver à les contraindre à ne pas utiliser le portable au moment précis, au temps précis de leur mission. Mais garder le portable en cas de caissière pour qu'ils puissent s'en servir. Parce qu'on ne sait jamais, comme on le dit, les gens sont des gens qui sont pères de famille, les gens qu'on peut appeler à tout moment pour une urgence. C'est important qu'ils en fassent usage de leur portable et pour qu'on ne dise pas qu'ils sont là. Non, avant, nous sommes en train d'évoluer, la technologie elle évolue, nous sommes en train d'évoluer. On ne peut pas refuser à un agent de force de l'ordre de faire usage de son portable. Mais ceci étant, je pense que la décision du directeur général de la police peut être revue. Eh bien, la même chose, ce qui se passe dans les administrations publiques. justement, c'est la question que j'allais poser à Tchaboré. Entre les agents de la police et les fonctionnaires, quand vous allez dans les bureaux, à qui doit-on interdire réellement C'est aux fonctionnaires, aux agents de l'administration. Vous arrivez même. Restez pendant 10 minutes. 10 minutes, la personne ne te regarde pas. Même au niveau des caisses où les gens viennent payer, vous allez arriver, la personne, la caissière est en train de voir son portable, WhatsApp, et puis tu dis bonsoir madame, bonjour, elle ne te regarde même pas. Elle dit Mbana. Même au niveau des secrétariats, des administrations publiques, c'est la même chose. Vous arrivez pour un accueil, vous avez un rendez-vous avec un monsieur, vous arrivez, vous la saluez, elle vous regarde comme ça et puis elle retourne sur son portable. Alors qu'au niveau de la police, elle ne même pas vous répondre. elle ne doit même pas vous regarder. Alors qu'au niveau de la police, je pense qu'il y a un peu d'attention qui est attirée. Puisque vous ne le voyez pas, c'est quand il y a un peu d'accalmie qu'ils vont s'asseoir pour regarder leur téléphone. Mais ici, là, c'est en permanence au niveau de l'administration publique. C'est en permanence que les choses se passent. Permanemment, vous arrivez dans les administrations publiques, là, tout le monde a ses yeux rivés sur son portable. Tête baissée. Alors que les gens ont des dossiers à traiter. Même ceux qui ont les grands qui ont des dossiers, les chefs vous allez les voir en train de WhatsApp. Alors que les dossiers sont comme ça là, il faut traiter, il faut gérer. Et un dossier qui doit prendre une semaine. Une semaine, pas un mois. Donc je me dis qu'au moins si cette mesure on veut la prendre, qu'on la prenne d'une façon générale pour les fonctionnaires de l'État. Non, moi je pense que monsieur Opaoul, en tant que responsable de la police, a pris sa décision concernant
un seul secteur. Et le ministre de l'administration, le ministre de la fonction publique nous écoute certainement et écoute. Le ministre également doit prendre des décisions. Je crois que ça, il le faut. Ça, il le faut. Au niveau de chaque ministère, je pense qu'il faut prendre des décisions. Ce que le confrère dit, c'est évident. Ça dit que on était étonné que cette décision ne vienne pas du ministre de la fonction publique. Non, c'est ce que je dis. Oui. Le directeur de la police en a fait un constat. Et ça concerne sa direction. Il est en droit de prendre une décision. Si cette décision va être généralisée, en tout cas, il y a le ministre, et sa hiérarchie qui est là, qui peut également faire en sorte que, disons, le gouvernement de façon générale peut se retrouver et poser le problème pour en faire ne serait-ce qu'une loi également, si c'est possible, et la faire voter au niveau de l'Assemblée pour que cela puisse être applicable. Moi, je pense que c'est comme ça. Mais aujourd'hui, au niveau de la gendarmerie, on peut le faire également. C'est comme ça. Donc, c'est ce que le confrère dit. Les ministères également doivent avoir un regard par rapport à cette situation pour que les choses puissent aller. Sinon, franchement, ça ne va pas au niveau des administrations. Moi, je connais certains privés, mais qui ont pris des décisions par rapport à cette situation. Oui, dans les privés, ce n'est pas la même chose. Sincèrement, tu viens dans le privé, tu le fais, attention, tu risques qu'on te renvoie. Donc c'est au niveau de l'administration publique. Le jour où tu rentres, le même jour tu peux repartir. C'est clair. Mais à la fonction publique que chacun se dit, bon, en tout cas, les gens se disent qu'on ne peut pas le renvoyer de sitôt. Il peut se dire que, bon, en tout cas, il y a tel qui se donne à ce genre de trucs. On ne peut pas me renvoyer parce que j'ai déjà un numéro matricule. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et que ce sont les responsables, moi je pense que ce sont les responsables qui doivent agir au plus vite. Sinon, ça nous retarde. Ça retarde tout au pays. Parlons du bilan sécuritaire du premier semestre. Alors, de janvier à juin 2020, 241 personnes ont trouvé la mort dans les accidents de circulation. Les causes sont les mêmes, le non-respect des règles de circulation, la conduite en état d'ivresse, les engins qui sont défectueux. Et l'autorité a toujours promis s'attaquer à ces causes. Mais apparemment, ça ne donne rien à base. Oui, ça ne donne rien, parce que l'autorité, c'est dès le départ, quand on prend la décision, c'est comme ce que nous sommes en train de dire. On prend des actes, on parle, on dit on va faire ceci, on va faire cela, mais on a pris ça 2 jours, 3 jours, et c'est fini, on oublie. On a mis en place la police routière, c'est cela avec qui contrôle les pièces et autres qui sont sur toutes les voies pour la direction de la sécurité routière. C'est pour ça que la direction de la sécurité routière a été mise en place. Mais les choses continuent parce que chacun est là, il veut faire ce qu'il veut. Entre-temps, on nous avait parlé de alcool-test. Où est-ce que cette histoire-là s'est arrêtée? On ne sait pas. Est-ce que ça a commencé même? Ça avait commencé entre-temps. Donc, ça avait commencé bien, ça a commencé. Mais finalement, c'est ce que j'ai dit, quand on commence quelque chose là, 2 jours, 3 jours après, là, on oublie. Donc, moi, je ne sais pas si c'est à cause de la Covid-19 là qu'ils n'ont plus posé le problème de alcool-test. Donc, ces accidents qui se produisent, à chaque fois, on nous dit que cette année, les chiffres sont en baisse pour cette année. On espère que ça soit en baisse, parce que souvent, ce sont aussi la circulation, les infrastructures routières qui ne sont pas dans de bons états et qui causent des accidents. Mais malheureusement, vous voyez que ce sont les routes qui sont larges. C'est sur ces routes plutôt qu'il y a beaucoup d'accidents. Non, pas. Vous prenez la voie là-bas. Non, pas toutes les routes. Il faut aller sur la route CB et autres là, tu vas voir la route au niveau de voilà, ça dit, la route Zangara, à Dogome et Zangara, il faut voir comment c'est restreint tout le temps. C'est tout ça là. Donc c'est le problème des routes aussi. Quand vous allez, il y a les routes, on sait comment les canalisations, mais des choses pour permettre aux gens de leur dire de ne pas filer sur les routes là comme ça là. Parce qu'il y a des doutes souvent qu'on met pour ralentir. On ralentit la circulation pour que les gens n'aient pas beaucoup d'accidents. Parce que si vous avez double voie ou triple voie, c'est rare que les accidents se produisent comme si c'est la route qui est gâtée actuellement sur la route de Ségbé ou sur la route de Lomé-Palémé. C'est rare, mais là, les accidents se produisent tout le temps. Donc quand on prend les dispositions, ça ne va pas se produire. Le contrôle même des pièces
des véhicules, quand on vous prend, il y a des gens qui ne font même pas des visites techniques, ça fait des années. Mais surtout les choses, les véhicules affectés au transport, tu vas les voir. Donc en passant, et c'est comme ils ont signé alliance avec les forces de sécurité qui sont sur la route. Il faut payer 1000 francs. C'est que vous avez un mot de passe. Ils ont un mot de passe et quand ils peuvent même faire la surcharge, il y a tout ça là aussi qui sont à l'origine de ça. Donner les 1000 francs. Donne 1000 francs seulement. Sur notre voie là, c'est comme ça. Hein. Donne 1000 francs et puis tu passes. Et s'il y a un mot de passe, tu reviens, ils se font signe comme ça et puis tu passes. Même si tu as plus de 10 personnes dans une voiture de 5 places, ils font signe. Donc ils sont déjà, la personne a déjà payé. Les causes sont les mêmes. Oui, moi je pense que l'autorité ne fait pas des efforts. Il faut le dire, depuis un certain temps, l'autorité fait des efforts. La preuve c'est qu'il y a certaines routes qui sont réaménagées, certaines routes qui sont complètement refaites. Ça c'est un effort. C'est vrai que c'est insuffisant à ce jour. Nous venons de parler de la route ancienne douane Ségbé. Beaucoup, pas seulement que cette route. Il y a d'autres routes, quand vous les empruntez, franchement, vous allez tenir votre tête. L'autorité doit continuer par faire des efforts. Mais il y a une seule question qui se pose. Nous-mêmes, en tant que personnes humaines, qu'est-ce que nous en faisons de notre vie? Je pense que... C'est à ça que je faisais allusion quand je parlais des grandes voies. Je pense que les premiers responsables, c'est nous. Nous devons commencer par nous sécuriser nous-mêmes. Lorsque je sors le matin, il faut que je me dise que je sors, les enfants m'ont vu, que je dois revenir pour que ma famille me voie également. Parce que le ministre de la Sécurité le dit souvent, il n'y a qu'une seule mort. Vous mourrez. Sincèrement, vous mourrez et puis vous mourrez. Comment est-ce que moi, en tant que responsable de famille, parent et papa ou maman, je sors, je sais que lorsque je prends de l'alcool, ça a des conséquences qui sont néfastes, ça peut me conduire à un accident parce que je dois conduire, je suis sur ma moto, je suis avec mon volant de voiture et que je me permets de prendre, de dépasser la dose en matière de prise d'alcool. C'est grave. Ça, c'est très grave. Je pense que les premiers responsables, c'est nous. La responsabilité nous incombe premièrement avant que l'autorité ne puisse nous protéger. Ça, il faut le dire. L'autorité ne peut pas sortir et être derrière chaque Togolais. On doit comprendre que la vie, elle est sacrée. Et quand on sort, non seulement on régularise la vitesse, mais en plus, on essaie, si on veut prendre de l'alcool, on ne le refuse pas, mais quand on le régule, je pense que c'est tous ces facteurs qui contribueront à ce que nous préservions notre vie, en plus des décisions que l'autorité prend. L'autorité prend des décisions, c'est vrai, mais il faudrait que nous-mêmes, nous prenions des décisions qui vont protéger notre vie. Sincèrement, moi, c'est là où moi je vois le problème. Nous avons crié entre-temps qu'il n'y a pas de route aujourd'hui. Les routes sont faites, mais cela reste insuffisant. On peut quand même continuer par le faire. Les efforts ont été faits, mais je pense que nous-mêmes, nous devons prendre la responsabilité de faire en sorte que nous soyons quand même dans l'environnement, cet environnement où nous créons un environnement qui permette de nous protéger, Alors, notre vie. nous n'avons plus de temps, rapidement, votre mot de fin, mais je voudrais que ça soit une sensibilisation sur le coronavirus, parce que le Togo a enregistré un nouveau cas de décès. Ça fait 16 décès. Oui, ça fait 16 cas. Ma sensibilisation, c'est qu'il faut continuer par observer les mesures barrières. Sincèrement, continuons par observer les mesures barrières. Cela peut nous sauver et sauver notre entourage. Abbas, votre mot de fin par rapport à la sensibilisation. Par rapport à ça, vous avez vu dans le bilan qui a été fait là, la plus grande partie des accidents s'est produit par les motos-taxis et autres là. Donc c'est eux, vous allez voir des gens le matin, avant de commencer le travail, ils vont dans les rideaux blancs, Dramadol, ils prennent ça, ils prennent du Sorabi, tout dit que c'est pour tenir. Il y a des taximans aussi qui font ça. Et c'est ça qui cause des accidents. Je veux que par rapport à ça, il faudrait que les gens réfléchissent. Ce n'est pas parce que tu as pris de l'alcool le matin que tu vas bien travailler. Peut-être que tu es en train de causer de chercher ta propre mort. Et ceux-là qui... c'est ceux-là même qui sont... quand vous prenez la moto, il faut que vous ayez votre masque.
apporter pour éviter la contamination. Parce que vous ne savez pas si les éléments qui vous a pris, vous êtes en train de causer. Et lui aussi, et c'est pour ça que je félicite les forces de sécurité là, qui sont là, qui arrêtent les personnes qui n'ont pas de masque et qui les obligent maintenant, comme c'est devenu obligatoire de payer 3 000 francs contre une facture et de payer en même temps le masque au niveau. Donc la sensibilisation, là, il faudrait que chacun fasse attention. Notre vie nous appartient. Merci à vous, Abbas, pour votre disponibilité. Tchaboré, merci pour votre disponibilité également. Chers téléspectateurs, c'est donc fini pour l'actualité en débat de ce jeudi. La rediffusion, c'est aujourd'hui toujours à 20h. Rendez-vous donc mardi à 10h pour un nouveau numéro. Au revoir.